Allez, salut à tous et bienvenue sur Marvel Reporter, la chaîne de l'actualité Marvel. Aujourd'hui, je suis avec mon acolyte de toujours, Alex. Salut tout le monde. Et on se retrouve aujourd'hui pour la 14e édition de C'est quoi les news, notre émission hebdomadaire ou presque, où on revient sur toute l'actualité, jeux vidéo, films, séries, comics. Vous connaissez la rengaine. Alex, je te laisse présenter le programme d'aujourd'hui. Alors cette semaine on va parler comme d'habitude de Marvel Studios, donc avec quelques infos sur une série Disney+. Ensuite par rapport au film, donc Black Widow, Shang-Chi et Captain Marvel, la sortie du Blu-ray. Ensuite on va se pencher vers Marvel Fox, donc avec une petite information sur Dark Phoenix, ça sera très rapide. Puis on ira chez Marvel Games avec les dernières infos de mise à jour, de nouveaux jeux qui sont sortis et de futurs jeux qui vont sortir aussi. Du très lourd pour cette semaine, je préviens. Voilà, donc une semaine assez chargée. Donc on commence avec Marvel Studios, donc Disney+, la série Falcon et Winter Soldier, donc qui va débuter son tournage en août. Apparemment ça serait le 12 août exactement à Atlanta. C'est un site où beaucoup de films Marvel sont tournés là-bas, hein. Je sais plus c'était quel film qui était tourné là-bas, c'était Avengers je crois. Bon, il y a eu Civil War aussi. Pour le coup, le site d'Atlanta, énormément de gros blockbusters tournent là-bas, bon, surtout les films Marvel. Rien de surprenant jusque-là. Au contraire, moi je trouve que c'est plutôt normal qu'ils délèguent un peu les studios. Tant qu'ils en font rien, parce qu'il n'y a pas de tournage entre guillemets cette année, pour l'instant. Donc tant mieux, au moins ils auront du bon matos à dispo et c'est une bonne chose. Voilà, donc a priori la série se passerait après Endgame, donc c'est un peu logique, on s'y attendait tous forcément. On a eu aussi quelques rumeurs qui sont tombées il y a quelques temps. Donc on pourra voir l'apparition de personnages comme Sharon Carter, qu'on n'avait pas vu dans Avengers Endgame, ni Infinity War, donc il pourrait faire son retour, et aussi le Baron Zemo, donc Helmut Zemo qui était dans Civil War. Je sais pas ce que tu penses par rapport à cette apparition de personnage, ce que ça peut apporter à la série. Je pense que pour Zemo, on connaît déjà la réponse. Je suis très ravi qu'ils envisagent du moins de reprendre Daniel Brühl, qui est un acteur excellent de base, et qui en tant qu'Helmut Zemo, même s'il incarnait pas le Zemo qu'on a pu connaître dans les comics, je l'ai trouvé juste extraordinaire. C'est un des meilleurs méchants du MCU, je maintiens, et qui reviennent avec peut-être toujours cette rancœur envers Captain America sur tous les Avengers, mais bon, Captain était celui où il pouvait lui faire le plus de mal. Et on va forcément voir, obligé qu'on passera par là, Sam qui essaye un peu de reprendre le flambeau avec Bucky qui tente de l'aider. Je pense qu'en fait Zemo va jouer sur cet aspect, leur attachement avec Steve, tu vois, pour essayer de les atteindre eux et être au final un bad guy assez vénère. Par contre pour Sharon, bon, toujours rien à faire de ce personnage-là. Je suis désolé, hein, mais elle a pas servi à grand chose. Elle était cool dans The Winter Soldier, mais dans Civil War, à part se TP en 2 secondes à Vienne, puis en Roumanie, bref. Pas ouf. Bah je vois pas trop dans quelle direction ils peuvent partir avec ce perso en fait, vu que elle était plus rattachée à Captain quoi, enfin Steve Rogers, du coup l'avoir avec Bucky et ça, je sais pas trop ce qu'elle va faire. Ça se trouve elle va découvrir des photos de famille chez elle où en fait elle va voir Steve mettant la bague au doigt à Peggy. Il ressemble à Steve Rogers. C'est quand même bizarre. Non, honnêtement, je sais pas. Après, c'est peut-être pour faire un rapport. C'est comme elle avait quitté le Shield, elle était partie à la CIA. Toujours pour garder un côté sûrement très gouvernemental, très politique. Ouais. Tu vois, je pense que ça va plutôt jouer sur ça. Même si j'aurais bien aimé qu'on garde le bon vieux Sitwell, mais bon. Bref, on enchaîne du côté de Marvel Studios cette fois-ci. Avec le tournage de Black Widow qui a débuté en Norvège, hein, malgré on connaît toute la conviction de Marvel pour cacher un peu le fait que le film soit en production. Tout le monde est au courant. À part vraiment ceux qui habitent peut-être dans une grotte. Et pour le coup, il y a quand même quelque chose d'assez intéressant de mon point de vue par rapport à ces quelques photos, c'est les cheveux. Alors, toujours. On en avait parlé aussi, je crois que c'était pour, je sais pas si c'est pour le premier ou le deuxième trailer d'Endgame, les cheveux de Black Widow. Mais j'ai l'impression, soit vraiment un gros problème au niveau des yeux, mais j'ai l'impression que c'est presque la même coupe qu'elle a dans Endgame après les 5 ans. Et du coup, est-ce que le film couvrirait pas cette période de 5 ans où elle tente d'occuper sa vie, peut-être de retrouver Clint, où il y avait aussi des scènes de prévues pour Endgame où elle s'occupait d'un orphelinat, il me semble, ou peut-être qu'on la voit être dans ce délire-là et qu'au final elle va devoir faire des missions à droite à gauche parce que la mafia russe la rattrape. C'est des hypothèses, mais je vois bien un truc comme ça, plutôt qu'un post-Civil War, tu vois, où pour moi ça paraît plus compliqué de caser un film à cette période-là. Après c'est difficile de voir sur les images parce que vraiment on la voit de face et justement le côté blond sur ses cheveux dans Endgame c'est derrière je crois vers le fond, donc on peut pas vraiment voir exactement si c'est ça ou pas. Et c'est vraiment très dur de situer le film pour l'instant. Ça peut toujours être Civil War hein, parce qu'elle avait les cheveux assez longs et c'était totalement en roux, donc ou tout simplement des flashbacks qui datent d'il y a très longtemps, du coup c'est normal qu'elle ait des cheveux longs. À la limite si c'est vraiment un préquel à tout
à tout ce qu'on a connu, on va dire post-Captain Marvel ou même pré. Ça m'étonnerait, mais je pense que c'est plus post. Pourquoi pas? Moi, Civil War, hein, je l'ai déjà dit, je suis vraiment pas pour. Mais bon, en soi, on attend d'avoir plus d'infos. Probablement à la D23, je mise pas vraiment sur la Comic Con cette année. Pour une raison très simple, c'est que la Comic Con s'adresse surtout aux fans. Et généralement, avant de faire les annonces aux fans, ils font les annonces de films aux publicitaires, aux annonceurs, aux actionnaires de chez Disney, si vous voulez. Et la D23, pour le coup, je pense que c'est le meilleur moyen de tout présenter le panel, sauf si ça a déjà été fait en interne. Dans ce cas, ce sera la Comic Con, mais étant donné que c'est à cheval sur Spider-Man, je suis pas trop convaincu que ils vont tout balancer à cette date-là. Je pense qu'ils vont préserver un peu le mystère après la sortie de Spider-Man, pour attendre fin août, la D23 donc, où ils pourront peut-être montrer quelques images de Falcon et Winter Soldier. On aura des photos où on verra Anthony Mackie et Sebastian Stan faire coucou à la caméra en mode ouais, on est en train de tourner une grosse scène là. Enfin, des trucs vraiment un peu à la con entre guillemets. Et Black Widow peut-être balancer un concept trailer. Je pense qu'on se dirige plus sur cette idée-là à mon avis. Vraiment, moi, la Comic Con, j'attends plus des infos, on y reviendra après, mais sur des jeux pour le coup, que sur des films. Ah, ouais, je pense vraiment que ce sera des 23 parce que Comic Con, ces dernières années, ils ont un peu boycott entre guillemets. Bah, l'année dernière, il n'y avait pas, je crois. Enfin, il y avait, comme chaque année en fait, Marvel Studios n'était pas à la Comic Con, mais il y avait Marvel Games, il y avait Marvel Comics. Marvel Télévision. Ouais, voilà, il y a toujours de quoi faire à la Comic Con, surtout qu'il y a de gros events comics qui arrivent. On le verra plus tard, mais il y a de gros jeux vidéo en préparation. La section commence bien à se remplir. Je pense que honnêtement, ils ont pas leur place entre guillemets à cette Comic Con là. Voilà, donc du coup c'est toutes les infos qu'on a sur Black Widow. On va continuer donc encore avec les films avec Shang-Chi. Donc on a eu quelques informations, donc pas forcément confirmées, c'est des rumeurs de Charles Murphy, donc qui a souvent des bonnes informations, donc c'est pour ça qu'on va en parler vite fait. Donc il y aurait des recherches de casting de deux personnages précis, donc le premier ce sera entre 40 et 60 ans, et ça serait un personnage donc asiatique, qui serait un homme qui va leader des personnes. Donc ça fait beaucoup penser aux propos de Kevin Feige il y a pas longtemps, donc il avait fait une question-réponse sur Reddit. Et du coup, il parlait du mandarin, donc qu'on a pu voir dans Iron Man 3, donc qui n'était pas forcément le vrai mandarin, et qui, du coup, gérait les 10 anneaux. Et donc, il avait parlé comme quoi c'était très probable que le perso reviendrait dans le futur. Et donc, le voir apparaître dans le film, je pense que ça serait intéressant de le voir, parce que tous les gens en demandent depuis Iron Man 3 de voir le vrai mandarin, tout ça. Ils avaient fait un court-métrage aussi pour un peu rectifier le tir. Et ouais, je sais pas ce que tu penses de voir le mandarin maintenant dans le MCU. Bah tant mieux, on avait déjà parlé un peu en off de voir revenir des anciens méchants, donc Zemo, donc qui est pas très ancien, mais le mandarin, même Justin Hammer. Honnêtement, je suis pour. Après, est-ce que le casting là c'est pour le rechercher lui? Moi j'aurais plus tendance à penser c'est pour peut-être un moine ou je sais pas quoi qui va guider Shang-Chi, tu vois, dans sa quête. Je voyais plus un délire comme ça. Parce que le mandarin, je dis, enfin, ce serait bien qu'il reprenne le même acteur. Étant donné que bah, si on a deux visages, je trouve que ça poserait quand même un petit problème. Tu vois, Crâne Rouge, ils ont pas pris le même acteur, mais c'était pas un problème étant donné que bah, c'est que du maquillage ou du CGI. Le truc dans le mandarin, c'est que genre dans le petit court-métrage qu'ils avaient fait à la suite d'Iron Man 3, c'était que c'est pas vraiment l'acteur Ben Kingsley, non? Ben Kingsley, c'est ça. Donc c'était pas forcément lui le mandarin, enfin le vrai, et que justement il avait été un peu saoulé que il soit moqué par lui, par l'acteur américain. Du coup, ça serait pas du tout le même visage en fait. Ce qui serait bien, c'est de continuer un peu sur cette lancée d'Iron Man 3. Ils gardent Ben Kingsley, tu vois, qui en fait sert juste de figure de proue pour pas montrer le vrai mandarin et que dans un combat final où je sais pas, là il y a un truc bien badass quoi. Ouais. Mais du coup, ça serait pas lui le mandarin qui se bat quoi. Bah en fait je pense que tout le long du film, Shang-Chi va chercher à atteindre Ben Kingsley, un peu comme un peu à l'Iron Man 3. Et au final, je vois bien un plan où en mode le vrai mandarin tue Kingsley. Et en fait, il se révèle comme étant le vrai. Et là, il le déboîte comme jamais. Ouais, ça serait bien. Ça ferait stylé de continuer un peu sur cette voie-là, de toujours se poser la question mais qui c'est réellement? Parce qu'Iron Man 3, bon, ça marchait entre guillemets pas très bien, étant donné qu'il y avait le double jeu avec. Elrich Killian. Voilà, avec Killian. Là, pour le coup, avec quelqu'un qu'on connaît pas du tout, qu'on n'a jamais vu, on sait que la menace plane, mais Shang-Chi, lui, ne le sait pas. Parce que bah, forcément, il est intradigétique au film. Nous, comme on est un peu en externe, on est au courant qu'il y a une force supérieure. Je pense que jouer là-dessus, ce serait pas mal. Ouais, ça peut être pas mal, ouais. Il y avait aussi des rumeurs comme quoi ça pourrait être le fils du mandarin, ça pourrait être un agent du MI6, il y a beaucoup de trucs qui circulent. Ouais, voilà, comme pour le coup, le film n'a pas été officiellement annoncé par Marvel, comme tous les prochains films qui sortiront les prochaines années. Mais moi, je pense qu'à mon avis, c'est pour l'année prochaine aussi.
plus fin d'année, je pense, plus novembre, revenir un peu à cet esprit-là où on avait un film en début d'année qui était avril-mai et un film octobre-novembre. Parce que 3 films par an, enfin c'est cool, mais il va falloir que ça s'enchaîne assez vite et assez bien, surtout si on introduit de nouveaux persos. Il va falloir qu'il y ait beaucoup de recherche. Enfin, je leur fais confiance, mais va falloir enchaîner les gars quoi. Donc le film il devrait tourner en Australie, je crois. Donc ça fait encore une fois un autre lieu de tournage, donc c'est pas mal. Bon, ils vont aller un peu partout, je crois que c'était là où ils ont le plus voyagé, c'était pour Age of Ultron, je crois. Parce qu'ils étaient vraiment allés à Séoul, des bails comme ça, il me semble, Ouais. si je me souviens bien. Donc bon, tant mieux, hein, ils essayent de conquérir un peu le monde. Disney plante sa graine partout où il va. Mais enfin, c'en est tout de ces blabla donc sur les futurs films du MCU. On va parler maintenant de films qui sont déjà sortis. Captain Marvel et Avengers Endgame. Vous avez sûrement vu sur les réseaux sociaux Marvel qui qui annonçait directement l'arrivée de Captain Marvel au format digital. Il faut savoir qu'il est sorti donc le 28 mai aux États-Unis. Il n'est pas encore sorti chez nous en digital et on n'a pas encore de date sur toutes les plateformes, sur le Play Store, iTunes ou autres formats de diffusion. Mais le Blu-ray DVD sortira bien le 12 juillet prochain. Il y a fort à croire qu'à mon avis, ils sortent en digital soit début juin, soit mi-juin. Je pense que ça va être dans ces eaux-là. Pour Avengers Endgame, c'est prévu pour le 31 août. Et la sortie digitale, je pense que ça va faire à mon avis comme pour Infinity War, justement, ça va être vers soit le 20 août, soit un peu avant, l'année dernière, si je dis pas de bêtises. Donc pareil, ce sera dans ces eaux-là. Et le Blu-ray suivra juste après. Les dates sont sujettes à modification pour le coup. Mais Captain Marvel c'est bel et bien fixé pour le 12. Je pense qu'à mon avis, je vous en reparlerai de ce Blu-ray, voir ce qu'il y a un peu plus à l'intérieur, est-ce que les bonus sont intéressants, etc. Quand j'aurai mis la main dessus. Donc, c'en est tout pour les films de Marvel Studios. On va s'attaquer maintenant à la Marvel Fox avec un teaser de Dark Phoenix qui est sorti il y a quoi, 2-3 jours. Et un quand même assez particulier. Il est pas très important en soi, mais je tenais à en parler puisque beaucoup de sites ont sauté sur l'occasion pour faire des titres très putaclic, hein, en mode le MCU dans Dark Phoenix est connecté au MCU, etc. Alors il faut savoir que dans ce teaser, il y a effectivement c'est un cahier comme on peut avoir au lycée, surtout aux États-Unis, un cahier en fait on a les photos des professeurs, des élèves, avec une petite description pardon, ce qu'ils aiment, comment ils s'appellent, leurs films préférés. Donc pour le coup on se retrouve avec le personnage de Rogue qui a son film préféré étant désigné comme Captain Marvel, c'est quand même assez drôle, et Evans Peters, donc qui incarne Quicksilver, désigne son acteur préféré comme étant Aaron Taylor Johnson, qui comme par hasard a aussi incarné Quicksilver, cette fois-ci pour le compte du MCU. Donc bon, est-ce que c'est de la pitié de la part de Marvel en mode essayer peut-être de rameuter des gens avec des petites références à l'intérieur? Est-ce que c'est une volonté réelle en fait de la part de Marvel? Pour le coup je ne sais pas, mais je trouve que c'est quand même assez triste que le film il base pas son marketing là-dessus, mais en fait va jouer de ces petites références pour s'accaparer les fans du MCU en mode eh regardez, elle aime Captain Marvel et lui il adore Aaron Taylor Johnson. Je doute que ce soit juste dû au fait qu'ils aient tourné ensemble dans Kick-Ass. Mon avis c'est qu'il y a une vraie volonté derrière de se raccorder au MCU autant qu'ils peuvent. J'ai peur qu'ils nous ont fait des reshoots en planquant quelques références à l'intérieur du film, tu vois. Genre des easter eggs un peu débiles, j'ai vraiment peur qu'ils nous fassent ça, pour qu'au final, quand le film sorte, il y ait des gros tweets en mode oui, ça y est, Dark Phoenix se racole au MCU, alors que pas du tout. C'est pas juste parce que tu vois une figurine d'Iron Man à 1h22 que ça y est, le film est dans l'univers de Marvel Studios. Donc bon, je sais pas ce que t'en penses, mais ça m'énerve quoi. Ah, surtout que c'est pas forcément du concret quoi. Il y a Jean Grey, enfin Sophie Turner qui dit que son TV show préféré c'est Game of Thrones. Je pense pas qu'il y ait un lien avec Game of Thrones dans X-Men quoi. Du coup c'est juste des petites références pour faire rire en mode Deadpool, regardez. Si ça collait au film, à la limite, je dis pas, mais l'ambiance c'est pas du tout mise là-dessus. Bah non. C'est. D'un côté, c'est en mode on s'en fout, on balance comme c'est, on fait des trucs à la con. Mais bon, quand on voit Simon Kinberg qui est en mode non, non, mais c'est vraiment un renouveau pour la franchise des X-Men. Alors que pas du tout, plus personne veut en bouffer de ces X-Men là, donc à un moment faut arrêter. Après faut voir la fin du film aussi, hein. C'est pas du tout ce qui va se passer, ça se trouve Jean Grey va tous les tuer et du coup ça va faire genre une réalité alternative tout ça et hop et on dira hop on les introduit dans le MCU comme ça. Bah, d'ailleurs il y avait des rumeurs aussi par rapport à ça, comme quoi, parce que c'est arrivé en fait que Wanda, notre chère Wanda Maximoff, détruise l'univers des X-Men.
Et il y avait un délire comme ça qui était prévu pour WandaVision, où en gros on montrerait plus ses pouvoirs, où elle modifie la réalité. Donc ce serait une porte d'entrée pour les X-Men, mais ça me botte pas. J'ai envie en fait qu'ils prennent vraiment leur temps et qu'ils les introduisent, tu vois, vraiment à l'avenir comme étant un équivalent des Avengers à la limite. Pas que ce soit fait à la va-vite. Après c'est différent les X-Men parce que c'est vraiment un gène mutant, c'est toute la population quoi, tu peux pas introduire genre petit à petit ils arrivent, ça serait bizarre quoi. Bon, enfin, bien tenté de se raccoler au leader. On vous voit. Sans les fini donc pour cette rubrique là, on va s'attaquer maintenant à Marvel Games. Alex, je te laisse débuter avec la nouvelle mise à jour de Marvel Future Fight puisque c'est ton jeu préféré. Alors oui, Marvel Future Fight, donc il y a une mise à jour X-Men qui est tombée mercredi. Donc voilà, pas forcément une grosse mise à jour, c'est juste un peu pour faire un hint à X-Men Dark Phoenix. Donc on a eu des costumes qui sont arrivés de différents comics, donc on a eu Uncanny X-Men, X-Men Red et X-Men Disassembled. Donc on a eu Psylocke de X-Men Disassembled, on a eu Jean Grey et Storm donc qui sont arrivés du comics X-Men Red, et le Fauve donc qui est arrivé de Uncanny X-Men. Donc avec ça on a eu l'arrivée de 3 nouveaux personnages, donc qui sont débloquables par différentes façons. Donc en premier on a eu Iceman, donc qui est débloquable avec des cristaux, donc il faut en avoir 2500 pour le débloquer. Ensuite on a eu Bishop qui lui peut être débloqué via les failles dimensionnelles, donc c'est d'une façon totalement gratuite. Et enfin on a eu le perso payant, donc Jubilé, qui se débloque donc avec un abonnement payant. Et bien sûr du coup la star de cette mise à jour, Jean Grey, a eu son tier 3, donc la dernière capacité du jeu qui permet d'être encore plus fort sur le jeu quoi. Et voilà, donc une mise à jour pas forcément incroyable, il y a quelques costumes, des nouveaux persos, mais pas de nouveau mode de jeu, ça a rien changé au jeu. Et voilà, donc ils ont pioché un peu de tous les univers comics, donc Uncanny X-Men, X-Men Red, pour faire hommage un peu à X-Men Dark Phoenix qui va sortir dans pas longtemps. Eh bien ma foi, faudrait que je me remette au jeu, parce que j'ai vraiment décroché. Il y a trop de trucs, c'est... Il y en a trop. On enchaîne encore avec un nouveau jeu Marvel cette fois-ci, puisqu'il s'essaye désormais au MOBA. Alors un MOBA, qu'est-ce que c'est Très simple, League of Legends, voilà, c'est la meilleure description que vous pouvez avoir. C'est un jeu dans ce délire là, je saurais pas les décrire honnêtement parce que c'est pas un genre que j'affectionne tout particulièrement. Mais pour le coup donc Marvel Super War qui est en bêta fermée. Euh, alors on a pu y avoir accès, enfin surtout moi, puisque malheureusement Alex n'a pas pu essayer ce jeu. Qu'est-ce que ça vaut Qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est prometteur? Alors pour le coup, j'étais quand même assez étonné de voir que Marvel officialisait le jeu sur mobile. Je m'attendais plus à le voir débarquer sur PC. Mais il faut savoir que bon, ça peut être aussi très compliqué pour eux, c'est forcément à double tranchant. C'est que mobile, ça va susciter peut-être plus d'intérêt, les gens vont le télécharger, peut-être plus se plonger dedans, alors que sur PC, le public est tout autre, tu vois. Faut être sur son ordinateur, jouer, alors que sur ton mobile, tu peux jouer à peu près n'importe où. Donc je comprends en soi le public visé, j'aurais peut-être plus aimé qu'il y ait mis de moyens dans le jeu. Parce qu'un MOBA à la sauce Marvel, forcément, même si c'est pas mon type de jeu, j'avoue que sur PC, je m'y serais mis, mais genre à fond. Donc j'ai pu essayer, normalement vous avez du gameplay qui tourne un petit peu en fond. Alors c'est du MOBA très classique, hein, rien de surprenant jusqu'ici. En fait je trouve que ça respecte assez bien les degrés de pouvoir des persos Marvel. Alors moi j'ai joué Deadpool et principalement, faut savoir que au début ça me fonctionne comme League of Legends pour le coup. Vous débutez le jeu donc vous avez une possibilité de faire un tutoriel que vous pouvez skipper ou non. Durant le tutoriel, ce qui est assez marrant, c'est que vous incarnez Mantis. Et dans mes souvenirs, elle est pas dans le roster que vous pouvez jouer pendant la bêta. Donc, ok. Donc c'est Friday en gros qui vous accompagne tout le long du tutoriel. Par la suite, quand vous ne pouvez pas commencer des matchs en PVP directement, vous allez devoir faire du PVE. En gros, vous allez jouer contre des bots, donc 5 joueurs contre 5 bots. Et voilà, rien de plus classique, vous devez détruire le Nexus adverse et bien évidemment enchaîner le plus de kills possible. Une prise en main assez simple je trouve. J'ai pris un peu l'habitude des commandes des personnages. Donc j'étais pas vraiment dépaysé, mais ça peut en surprendre plus d'un, il y a beaucoup de boutons. La boutique, forcément des items que vous allez pouvoir acheter, améliorer pour booster un peu les performances de votre personnage, est assez complète. Ça ressemble vraiment à du LoL, hein. Dota je peux pas comparer, je suis désolé parce que j'y ai pas joué vraiment. Donc pour le coup je pense que si les gens sont intéressés par des MOBA, il y en a énormément maintenant sur mobile, hein. Mais si vous êtes intéressé par un MOBA qui a un skin Marvel, bref, foncez très clairement. La bêta fermée se clôturera le 10 juin. Malheureusement, vous pouvez pas y avoir accès parce que les accès étaient assez restreints. On a réussi à en avoir un et c'est déjà pas mal. Mais dans l'idée, moi, ça me botte plutôt. Je pense qu'honnêtement, tu vois, une petite game quand t'es aux toilettes ou quand tu viens de te réveiller, ça peut être sympa. Puis, bah, tout ce qui touche un peu, tu vois, Marvel, ils ont beau prendre des trucs très simples. Marvel Puzzle Quest, bon, c'est un peu un Candy Crush, mais avec la skin Marvel. Et surtout qu'ils proposent beaucoup de contenu. Il y a souvent des mises à jour, donc notamment qui suivent les films, où ils essaient de refaire entre guillemets un peu la méta.
Là, comme c'est un jeu qui est un peu fait pour être PVP, je trouve que ça peut être intéressant. J'attends de voir, je vais suivre peut-être un peu de loin, parce que comme je vous l'ai dit, hein, les MOBA c'est vraiment pas ma tasse de thé de base. Donc affaire à suivre, je pense que je vous en reparlerai quand le jeu sortira officiellement, quand on aura un peu plus d'infos sur toute cette méta, le système monétaire du jeu, etc. Tu comptes y jouer toi ou pas? Ouais, je pense que je vais y jouer dès qu'il sortira dans le monde, enfin dès qu'il y aura des serveurs en France par exemple. Et ouais, moi ça m'intéresse, hein. J'ai jamais joué forcément au MOBA, je crois que j'ai joué à Dota 2 vite fait, c'est tout. Si c'est Marvel, ça change la donne. Voilà, c'est ça, c'est que c'est souvent un argument de vente, hein. On peut vous vendre, je sais pas, un vieux slip en coton et on vous met Iron Man dessus, bah y a des gens qui vont forcément l'acheter. Donc c'est un peu simple. On passe à un autre jeu maintenant. Et attention, là c'est le cœur qui parle. The Avengers Project, vous le savez, c'est un projet qu'on attend maintenant depuis 2 ans. Donc je vais pas parler tout de suite de l'annonce qui a été faite, mais plutôt de certaines rumeurs qui viennent de Reddit et qui sont, ma foi, très intéressantes. Donc il faut savoir qu'il y a un subreddit Marvel Avengers Project, donc qui se focalise uniquement sur le jeu Marvel fait par Crystal Dynamics, Square Enix et Eidos Montréal. Et il y a quelques infos qui ont pu être balancées et ça peut corréler en fait avec ce qui a été annoncé hier. On va y revenir. Alors c'est quelqu'un qui aurait pu avoir des infos internes. Donc il nous dit pour le coup que le jeu serait montré à l'E3 2019. Pour rappel, l'E3 2019 c'est le gros salon du jeu vidéo. C'est là où généralement tous les éditeurs et les développeurs montrent ce qu'ils font pour essayer de promouvoir un maximum leur jeu. Pour le coup, on verrait pour la première fois le jeu à cette E3 là, mais apparemment pas de date de sortie. Chose qui me chagrine quand même un peu parce que ça fait 2 ans que le projet a été annoncé. Je pense qu'à mon avis ils doivent travailler dessus depuis un peu plus de temps en interne. Il serait temps quand même qu'une date de sortie soit révélée, peut-être à la Comic Con, qui sait. Mais bon, moi en fait j'ai vraiment hâte qu'ils ressortent un vrai jeu Marvel, et pas les jeux Lego qu'on nous sert, mais ça fait très bien le taf, hein, je dis pas. Mais à la sauce Spider-Man, tu vois, j'attends tellement un truc comme ça. Ah bah oui, hein. Clairement, Spider-Man. Ah, c'était le renouveau. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un bon jeu Marvel. Hein. Ouais, parce que le dernier bon jeu Spider-Man, Spider-Man 2, sorti sur GameCube, PS2, Xbox, voilà, c'est tout. Après, The Amazing Spider-Man 1 était pas mal, honnêtement. L'histoire était cool, mais bon, faut pas tisser l'étoile en l'air alors que c'était en 2012, ils auraient pu faire mieux. The Amazing Spider-Man 2, j'en parle même pas parce que c'est un navet ce jeu, mon dieu. Mais pour le coup, retournons donc au Avengers Project. Alors, en comparaison à Marvel Ultimate Alliance, c'est pas du tout le même délire. Il faut savoir que ça se rapproche plus apparemment d'un Mass Effect en termes de gameplay. Donc c'est que des rumeurs, hein, ne vous emballez pas. Donc j'enchaîne, puisque je parle. Mais il aurait pu voir apparemment l'Avengers Tower, mais de l'intérieur, donc c'est le hub où on peut naviguer entre les missions. Le jeu donc aurait 6 personnages principaux jouables. Thor, Captain America, Hulk, Black Widow, Hawkeye et Iron Man, donc les 6 Avengers originaux. On en a un peu discuté, j'ai quand même pour crainte que ça reprenne les films, parce que ça peut être très très cool, je dis pas, mais ça peut être aussi une mauvaise manière d'approcher le jeu. Je veux dire, on voudrait quand même quelque chose d'assez original. Spider-Man, c'était pas du Reddit de Homecoming ou de la trilogie de Sam Raimi, voilà, c'était quelque chose de bien original qui a vraiment surpris les gens, même si dans son gameplay le jeu n'était pas extraordinairement révolutionnaire. C'était très cool. Ils ont vraiment fait le café, et c'est ce qu'il faut. Bah dans le genre The Amazing Spider-Man, même si le jeu était pas forcément ouf, ça reprenait un peu les trames des films, mais ça rajoutait des trucs en plus, quoi. Ça augmentait la dimension de la saga, entre guillemets, quoi. Bah pour le coup, The Amazing Spider-Man 1, le jeu était sympa parce que c'était un complément au film. Ça se passait après le fait que Connor soit en prison. On le voyait et tout. Du coup, ouais, c'était pas mal. Il y avait aussi ce délire de nanotechnologie, moi j'avais beaucoup aimé. Le 2, bon par contre, ça reprenait de 0. En fait, ça enlevait le 1, mais ça suivait un peu la trame du 2. C'était à rien y comprendre. Ils ont osé nous foutre Carnage sans Venom. Celle-là, je l'avais quand même mauvaise. Mais pour le coup, revenons à nos moutons. Donc, dans le hub, on peut choisir entre différents personnages, mais on ne peut pas les changer en mission. C'est-à-dire que si vous sélectionnez un personnage pour une mission, vous le jouez tout le long de la mission, bien évidemment. Alors, apparemment, pas d'option de dialogue, donc pas vraiment comme à la Mass Effect, puisqu'on peut choisir ce qu'on peut répondre. Du moins, c'est ce que la personne aurait vu. La caméra, donc, c'est du TPS, très similaire à Skyrim, apparemment. En ce qui concerne les graphismes et ce qu'on appelle les arts du jeu en général, ce serait très similaire au Spider-Man donc d'Infinite qui est paru l'année dernière. Le fait est que les personnages que vous voyez dans le hub porteraient donc des tenues plus traditionnelles, voilà, des tenues modernes, ils vont pas être en costume tout le temps, mais apparemment
On aurait pu y voir donc Clint Barton, aka Hawkeye, avec la tenue qu'il avait dans sa run de 2012 à 2015, sobrement intitulée Hawkeye, qui était de David Aja et Matt Fraction, qui était excellente, je vous conseille d'aller la lire si jamais. Mais apparemment, il porterait cette tenue-là. Pour la suite, les personnages donc auraient un arbre de compétences. Je pense que ouais, ça se rapproche un peu de Spider-Man, en mode il suffit d'améliorer un peu ses skills via différentes missions. Jusque-là, ça me surprend pas. Donc, au travers de missions principales et de ce qu'ils appellent des side ops, des missions optionnelles, mais qui apparemment concerneraient l'Hydra, donc pour le coup c'est assez intéressant. Et les améliorations faites sur les personnages changent le look de ce dernier. Donc il y a quand même un peu de customisation apparemment. En ce qui concerne la Avengers Tower, bien évidemment il n'a pas pu voir l'intérieur, et aucune mention si ça se passe dans le même univers que Spider-Man ou pas. Cependant, l'occlusion ambiante et les lumières du jeu apparemment seraient très similaires. Donc à voir, bon après ça reste que les lumières, mais ça en dit pas très long. Mais l'occlusion ambiante, j'avoue que s'ils ont partagé la technologie, ça pourrait être sympa. Moi je demande que ça, franchement, du cross-média, même si les gens s'en plaignent. C'est tout ce que je demande. Pas de combat pour l'instant de dévoiler, mais apparemment, dans l'arbre de compétences, on peut voir un peu les combos qu'effectuent les personnages, notamment un team-up entre Thor et Captain America. Souvenez-vous dans Age of Ultron, l'attaque où Thor tape son marteau contre le bouclier de Captain et ils détruisent un tank de l'Hydra. Honnêtement, ouais, moi je trouve ça stylé qu'ils empruntent un peu des skills entre guillemets au film, parce que c'est vrai que ce truc-là était... Bon, c'était classe quand même, c'était sacrément classe. Mais enfin, ce ne sont que des rumeurs, mais là on va passer à du concret. Le 29 mai 2019. Ils ont officialisé donc le nom du jeu qui s'appellera sobrement Marvel's Avengers et qui sera présenté pour la première fois durant la conférence Square Enix à l'E3. Donc c'est le 10 juin 2019 pour les US. Attention, ce sera 18h aux États-Unis. Et nous, ce sera donc le mardi 11 juin à 3h du matin. Est-ce qu'on va regarder la conférence? Oui. Je pense qu'on vous fera un débrief soit dans C'est quoi les news, soit dans un truc particulier. Mais c'est une révélation mondiale, c'est-à-dire qu'ils vont pour la première fois montrer ce que c'est. Est-ce qu'on va connaître la date de sortie? Comme j'ai dit, moi j'aimerais bien, parce que bon, ça traîne un peu depuis un petit moment. Au moins qu'on nous dise, je sais pas, que ça vient l'année prochaine en 2020, tu vois. Genre coming 2020. Ça me suffit, c'est juste au moins qu'on ait une base de données. Je pense pas qu'ils vont balancer le jeu d'un coup en mode bah ok, ça sort en septembre. Pas du tout. Est-ce qu'on va aussi en apprendre sur le fait que c'est relié à l'univers de Spider-Man? Probablement pas. Même si, bon, j'aimerais beaucoup. Je pense que ça va vraiment être voir le jeu. J'espère pas que c'est une cinématique en CGI. Il faudrait vraiment qu'on voit du gameplay. Mais le fait est que la news, en fait, a été utilisée sur tous les comptes des films Marvel. Et c'est là où je me dis, ah, est-ce que ça a un lien? Tiens, parce que dans mes souvenirs, le Twitter du film Spider-Man avait pas teasé la sortie du jeu. Ouais. Est-ce que là, pour les films, est-ce qu'il ferait justement cette erreur entre guillemets là? Est-ce que le jeu retracerait au travers de différents chapitres les histoires des films Avengers? C'est quand même bizarre que le jeu s'appelle exactement comme les films, quoi. C'est pas anodin. Ouais, alors je pense pas que ce soit... alors pour ceux qui s'en souviennent à l'époque, THQ devait sortir un jeu Avengers pour la sortie du film ou un peu après. C'était un FPS qui se déroulait pendant le film, si mes souvenirs sont bons. Et le jeu avait complètement été annulé, hein. Il y a quand même des vidéos de gameplay qui tournent. Je crois qu'il avait été présenté mais qu'il n'y a jamais eu de nouveau étant donné que THQ avait fermé. Là, reprenez pas les films, faites vraiment quelque chose d'original s'il vous plaît. En attendant, c'est quand même bien qu'on ait des gros jeux qui arrivent sur console. Pas d'exclusivité, ce sera pas un jeu, je pense, exclusivement réservé à la Xbox ou à la PlayStation. À mon avis, ça va être vraiment partagé, et tant mieux. Même PC, pardon, j'oublie cette plateforme magnifique qu'est le PC, mais bien évidemment, ce sera prévu pour. Et pour vous faire un peu une ordre d'idée, Crystal Dynamics, c'est ceux qui étaient en charge, pardon, de la saga Tomb Raider, donc vraiment de tous les jeux Tomb Raider, qui se sont donc occupés du reboot, du moins des 2 premiers épisodes, donc Tomb Raider et Rise of the Tomb Raider. Donc si vous avez quelques petits doutes quant à la qualité du jeu, honnêtement, le taf est quand même assez bien fait sur la série des Tomb Raider, donc je pense qu'ils vont nous promettre quand même quelque chose d'assez sympa. Square Enix, bien évidemment, ce sont les papas de Final Fantasy, Kingdom Hearts et Dragon Quest, donc ils ont pareil rien à prouver non plus. Voilà. Enfin, faut pas oublier que normalement cette année sortira aussi Iron Man VR. On vous en reparlera quand on aura aussi beaucoup plus d'informations. Je pense que on sera en mesure d'essayer le jeu, du moins j'espère. J'ai beaucoup parlé, peut-être même un peu trop. Mais voilà. En attendant, moi c'est tout pour ce C'est quoi les news. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter, à rejoindre le subreddit. Et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde. Portez-vous bien.